technologie qui n'existe pas encore. Donc, on ne peut pas parler autant des applications comme dans la présentation précédente, parce que c'est quelque chose qui est un peu émergent, c'est un domaine émergent. On ne connaît pas encore exactement à quoi ça va servir. Donc voilà. Donc, on se situe dans le contexte là, du calcul. Donc, ici, j'ai illustré un exemple de ce qui est peut-être comme un des premiers ordinateurs très primitifs, il date d'à peu près 200 ans. C'était une machine mécanique qui permettait quand même de faire certains calculs mathématiques, inventé par Babbage. Et puis, bon, ça, c'est un super ordinateur qu'on a à l'Université de Sherbrooke. Vous voyez, elle fait, ça, c'est 1000 millions, milliards, 8 milliards d'opérations à la seconde. Puis elle a 50 milliards de bits de mémoire, et on est en train de la démonter parce qu'elle est totalement désuète. Donc ça illustre un petit peu le progrès des ordinateurs. Puis on connaissait tout ça. On a maintenant quelque chose dans nos poches qui est plus puissant que les ordinateurs qu'on avait il y a une dizaine d'années. Donc, mais du point de vue de l'informatique quantique, qui est le domaine dans lequel je travaille, en fait, il n'y a aucune différence entre tous ces appareils-là. Donc, qu'on prenne un PC des années 80 ou le super ordinateur le plus puissant au monde, ou même quelque chose qui remonte à la Chine antique, il n'y a aucune différence fondamentale entre ces appareils-là. Pourquoi? Parce que dans les trois cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un calcul qui peut être plus ou moins complexe, mais à partir de transformations élémentaires simples. Je vais expliquer. Donc, dans un ordinateur conventionnel, comme celui-ci, ou le téléphone que j'ai dans mes poches, toutes les opérations sont faites à partir, on donne des instructions, puis chaque instruction, c'est une transformation très simple. Par exemple, le OU, ça prend 2 bits en entrée, et ça produit un bit. Puis en gros, la règle, elle est donnée ici. Okay? Ça, c'est les 2 bits d'entrée, un bit de sortie, et on suit cette règle-là. En gros, la sortie, elle est 1, si un ou l'autre des entrées est un 1. Sinon, c'est un 0. Okay? On pourrait avoir un A, vous comprenez comment ça fonctionne. Puis, ça prend 3-4 portes comme ça. Et ensuite, on les assemble dans un circuit plus compliqué. Et puis, si on met, par exemple, ces 2 chaînes de bits-là en entrée, vous voyez, c'est dur à voir, mais il y a une entrée qui est identifiée A puis un autre B. Et qu'on suit là, porte à porte, puis qu'on applique les règles porte à porte, on verrait que c'est un calcul qui additionne deux nombres. Okay? Donc, on est capable de faire une opération relativement complexe, comme une addition, à partir d'opérations très très simples. Puis c'est à la base de tout le calcul. Okay? Et l'idée, c'est que ces 3 appareils-là utilisent la même idée. Combiner des opérations de base très très simples pour réaliser des calculs complexes. Okay? Donc, ce qui est certain, c'est que ça, c'est un ordinateur plus puissant que celui-là. Ça veut simplement dire que celui-ci fait plus d'opérations par seconde que celui-là. Okay? Mais si j'ai un calcul ou une tâche ou n'importe quoi à faire avec un ordinateur, que je prenne lui ou lui, le nombre d'opérations élémentaires va être le même. Okay? C'est simplement qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre ou qui fait plus d'opérations par seconde. Donc, c'est pour ça que, d'un certain point de vue, tous ces appareils-là fonctionnent exactement de la même façon et la quantité de travail pour accomplir une certaine tâche est la même, peu importe l'appareil qu'on choisit. Okay? Il y en a juste un qui est plus vite que l'autre. Donc, la question que les gens se sont posées dans les années 80, c'est est-ce que les lois de la physique permettent des modèles de calcul fondamentalement différents? Puis on sait maintenant que la réponse est oui. Donc, ce que je veux essayer de vous montrer, donc l'objectif de la présentation, ça va être plus d'essayer d'expliquer le pourquoi ou le comment, et non à quoi ça peut servir. Donc, je vais essayer de vous montrer que un ordinateur quantique, c'est quelque chose qui est fondamentalement différent d'un ordinateur comme on le connaît, parce qu'il ne respecte pas les mêmes lois de la physique. Il utilise des lois qui sont différentes des autres. Donc, c'est ce que je veux essayer de vous expliquer pour vous convaincre que c'est vrai. OK. Puis pour le faire, je vais d'abord faire un rappel. Je veux comme qu'on se mette tous d'accord sur quelque chose de très simple. OK. Donc, on va parler de hockey. Donc, ça, c'est les stats de 2008, la dernière année où je me suis intéressé au hockey, parce qu'il me semble de plusieurs hockey. Donc, il y avait 2 gardiens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Halak et Price. Voici les fiches, là. Donc, ce qu'on peut dire, basé sur ces observations-là, c'est que Halak, la probabilité de gagner lorsque c'est Halak qui est gardien est de 62%.
La probabilité de gagner lorsque c'est Price le gardien, c'est 34%. Okay? Donc là, supposons qu'il y a la dernière partie, l'entraîneur lance à pile ou face pour décider ça va être qui le gardien. Quelle est la probabilité que cette partie-là va gagner? Okay. Est-ce qu'il y a des propositions dans la salle? Comment est-ce qu'on fait pour calculer cette affaire-là? On connaît les stats individuelles, maintenant on prend un gardien au hasard. C'est quoi la probabilité de gagner? Oui? On multiplie chacun des pourcentages par la moitié par un demi et on additionne la somme des deux. Comme ça. Hein? Donc, en fait, c'est la moyenne de ces deux nombres-là. D'accord? Est-ce que ça, c'est intuitif pour tout le monde que ça devrait être quelque part, au moins ça devrait être quelque part entre ces deux nombres-là. Hein? La valeur exacte, c'est 48%. C'est assez intuitif. Donc, si vous voulez, si on prend les graphes, là, on les additionne comme ça, et puis dans le fond, on fait juste faire la moyenne des gains et la moyenne des pertes sans regarder qui était quel. Oui? Donc, j'espère qu'au moins tout le monde est d'accord avec ça parce que je veux vous montrer comment aller au-delà de ça. S'il y a des questions à ce stade-ci, si vous n'osez pas les poser, puis écoutez la suite. Donc, voilà. Maintenant, je vais parler d'une expérience qui peut intervenir dans la mécanique quantique, puis qui est un peu similaire, en fait, qui est très, très analogue à ce que je viens de décrire. Donc, dans cette expérience-là, j'ai besoin d'une source d'électrons. J'ai mis un grille-pain parce que vous savez, si on prend un fil électrique puis on fait passer un courant de temps, le fil va chauffer puis il va émettre des électrons. Donc, pour les fins de l'illustration, on peut utiliser un grille-pain comme source d'électrons. Si on veut faire l'expérience pour de vrai, il faut utiliser quelque chose d'un peu plus sophistiqué parce que c'est important que les électrons aient toute la même vitesse. Mais bon, c'est pas grave. OK. Donc, on a notre source d'électrons. Il y a des électrons qui sortent de là dans tous les sens. Devant, on a mis un mur qui va bloquer les électrons, mais on a pratiqué deux fentes dedans. Donc, quand on envoie des électrons, c'est possible qu'ils passent par la fente du haut, c'est aussi possible qu'ils passent par la fente du bas, et s'ils réussissent à passer au travers, ils vont être détectés sur un écran ici. Okay? Un écran qui va faire une petite tache lumineuse lorsqu'un électron apparaît. Donc, voilà, on a une source, un électron qui peut passer par en haut ou par en bas, puis on a ajusté le grille-pain de façon à ce qu'il y en a à peu près la moitié qui passe par en haut, la moitié qui passe par en bas. C'est bon? Donc, on peut penser à la position de l'électron, ce qui passe par la fente du haut ou la fente du bas, un peu comme le lancer de pile ou face de l'entraîneur dans la partie d'or. Oui. Donc, là, ce qu'on veut faire, on veut accumuler des statistiques sur nos gardiens de but. Ou si vous voulez, on veut accumuler des statistiques sur qu'est-ce qui se passe si c'est cette fente-là ou qu'est-ce qui se passe si c'est cette fente-là. Okay? Donc, je vais bloquer une des deux fentes et je vais envoyer un paquet d'électrons. Donc, il y en a qui... Bon, s'il passe, c'est forcément parce qu'il passe par la fente du haut. La fente du bas est bloquée. Et je vais faire ça un grand nombre de fois. Là, je vais avoir une genre de distribution de probabilité qui est, voici la probabilité que ça soit détecté à la position X, sachant que ça va passer par la fente du haut. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est pas important la forme exacte, mais on voit une genre de cloche qui est à peu près alignée avec la fente, rien de surprenant. Je refais la même chose, mais cette fois-là en bloquant la fente du haut, donc je les force à passer par la fente du bas, ou autrement dit, s'ils passent, c'est parce qu'ils ont forcément passé par la fente du bas. Et j'obtiens la probabilité de les trouver à la position X, sachant qu'ils ont passé par la fente. Oui? Donc là, je suis en affaire exactement comme dans la partie de hockey. Là, je dis, les deux fentes sont ouvertes. C'est quoi la probabilité d'atterrir à une position X donnée? Donc, même réponse que tantôt, on va dire, ben c'est la réponse que tu as donnée. Okay? On va dire, ben ça c'est la probabilité qu'elle passe par la fente du haut. Puis on connaît la probabilité d'atterrir en X si elle passe par la fente du haut. Plus la probabilité de passer par la fente du bas, fois la probabilité d'atterrir en X si elle passe par la fente du bas. C'est juste la moyenne des deux probabilités. Okay? On avait une bosse ici tantôt, une bosse là plus tard. Donc là, quand les deux fentes sont ouvertes, c'est une nouvelle. OK. On va soumettre cette hypothèse-là à l'expérience pour voir qu'est-ce que ça fait. Ça, j'espère que vous pouvez voir, il y a 10 petits points ici. Là. C'est l'écran ici, après qu'on a envoyé 10 électrons. C'est pas assez pour avoir des bonnes statistiques, on en envoie d'autres. Ça, c'est 100 électrons, 3000 électrons, 20 000 électrons, 70 000 électrons. Là, j'espère que vous voyez, on a foncé, barre, foncé, son, foncé, son, foncé, son, foncé. OK? Donc, l'expérience ne colle pas du tout avec notre prédiction. Okay? En fait, ce qu'on observe, c'est plutôt quelque chose qui est comme ça. Donc là, on doit essayer d'expliquer cette affaire-là. OK, puis bon,
Je veux juste d'abord dire, ben, ça veut dire que notre intuition ne colle pas à la réalité, okay? Parce que l'expérience, c'est la réalité. Donc, je veux que vous vous concentriez sur un point donné ici. Supposons que le cercle rouge, c'est ça qu'on vise. Ça, c'est un gain. Envoyer un électron dans cet endroit-là, on considère ça comme une victoire. Okay? Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsque la fente du bas était bloquée, c'était possible d'accéder à ce point-là. Donc, il y avait une probabilité de gagner, non nulle, lorsque la fente du bas était bouchée. Donc, lorsque les électrons passaient par en haut. De façon similaire, lorsque les électrons sont forcés de passer par en bas, ou lorsqu'on les empêche de passer par en haut, il arrivait des fois que des électrons aboutissent à cette position-là. Là, on leur donne le choix. Vous pouvez passer par une ou par l'autre. Les deux possibilités sont là. Donc, jamais l'électron va arriver à cet endroit-là. Okay? Là, je pourrais prendre des questions. J'espère que ça vous tracasse un petit peu. Mais en fait, parce que c'est une violation flagrante d'une logique élémentaire. Okay? On a deux possibilités, et lorsqu'on donne le choix, lorsqu'on augmente le nombre de possibilités, il y a des choses qui étaient possibles dans les deux cas qui deviennent impossibles. Ça viole des hypothèses fondamentales de la logique qu'on utilise à tous les jours. Donc ça veut dire que la logique qu'on utilise dans la science et dans notre raisonnement de tous les jours, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que la nature, elle n'obéit pas à cette logique-là. Elle obéit à une autre logique. Ça, c'est la mécanique quantique. C'est une autre logique qui est différente que celle qu'on utilise, et c'est la bonne logique. C'est celle que la nature utilise. OK? Donc, si vous écoutez ou si vous lisez des revues populaires sur la mécanique quantique, même certains articles scientifiques vont dire « Ah, l'électron a passé, la particule a passé par les deux fentes en même temps. » Donc, à un certain moment, en fait, l'électron se trouvait à la fois dans la particule du haut et la particule du bas, puis en mécanique quantique, on appelle ça une superposition. Donc, il y a des choses là-dedans qui sont vraies. Oui, on a un objet en mécanique quantique qui s'appelle une superposition, mais ça ne veut pas dire que l'électron est à deux endroits en même temps. Puis en fait, si vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire, bien, je ne peux pas vous répondre parce que vous me demandez de répondre dans votre logique. Okay? Donc, on comprend très bien ce qui se passe mathématiquement, donc on est capable d'écrire des équations qui vont prédire ce qui va se passer sans faire aucune erreur. Mais par contre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais en fait, on sait que ce que ça veut dire, on ne peut pas le comprendre parce que ça n'utilise pas notre logique. L'informatique quantique, c'est de dire, bon, on va... on ne comprend pas intuitivement ce que ça veut dire parce que ça utilise une intuition qui n'est pas la nôtre, mais on est quand même parfaitement capable de le décrire et de les contrôler mathématiquement. Donc, j'ai dit ici le mot contrôler parce qu'en effet, on peut faire certaines opérations. Donc, ici, là, si j'illustre dans l'exemple avec le grille-pain et l'électron, si on met une baie de verre c'est un indice de réfraction un peu différent, ça veut dire que l'électron se propage de façon différente dans l'air que dans le verre. Si on mettait une baie de verre ici, les probabilités de trouver l'électron à différents endroits changeraient. Okay? Donc, on peut penser à la présence d'une baie de verre comme une sorte de transformation qu'on fait sur notre électron, une sorte de porte élémentaire comme dans les circuits. Donc, si on peut imaginer construire un ordinateur, donc, où si on a un électron dans la fente du haut, on appelle ça un 0. Si on a un électron dans la fente du bas, on appelle ça un 1. Donc là, si j'ai n dispositifs comme ça avec n électrons, c'est comme si j'avais n bits, n possibilités 0, 1. Et puis là, je les assemble avec des portes élémentaires comme ça dans un circuit qu'on peut voir un peu comme le circuit booléen que j'ai montré au début de la présentation. Et à la fin, on va venir mesurer où sont les électrons. Et ça va être comme une mesure finale de la sortie de l'ordinateur. Okay? Le but, c'est de trouver une façon d'assembler les transformations élémentaires qu'on est capable de faire en mécanique quantique, de façon à réaliser quelque chose d'intéressant avec cette transformation-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec un ordinateur quantique? Donc, là, ici, c'est un quiz. Là, je donne la première réponse. Donc, c'est pas un test d'intelligence artificielle, c'est de la vraie intelligence. 26, c'est quoi? Donc là, c'est de l'apprentissage. 13 fois 2. Hein? Non, c'est des fois. Là. 13 fois 2. Hein? 13 fois 2. « 85. 5 fois 17. C'est quoi fois quoi? Il y a un 5 dedans, c'est pas tout ça. 5 fois 17. Hein? 5 fois 17. 5 fois 17. Ça va être long. Oh.
voyez que c'est un problème difficile, ok? Puis c'est pas juste vous le problème, là. C'est vraiment un problème difficile. Donc, ici, on a un nombre à 11 chiffres, ok? Et puis, ce qu'on sait, c'est que les meilleurs algorithmes pour résoudre ce problème-là, le problème de la factorisation, ils nécessitent un temps, ou si vous préférez, un nombre de transformations élémentaires. Là, je viens de donner, ça veut dire indépendamment de la machine qu'on utilise, le nombre de transformations élémentaires, comme des ou et des et, croît de la façon suivante. Donc, c'est une formule mathématique un peu compliquée, là, juste pour l'illustrer. Supposons que ce calcul-là prend 1 microseconde sur un ordinateur. Okay? Selon cette formule-là, ça voudrait dire que ce calcul-là prend 500 microsecondes. Okay? C'est très, très rapide. Mais si on continue, puis on ne prend pas un nombre à 11 chiffres, mais par exemple à 600 chiffres, cette même formule-là me dirait qu'un ordinateur prendrait environ l'âge de l'univers pour résoudre le problème. Okay? C'est une croissance exponentielle. Donc, c'est très difficile de factoriser des nombres. En 1994, Peter Shor a trouvé un algorithme quantique pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que si on utilise les règles de la mécanique quantique, qu'on ne comprend pas intuitivement, mais qu'on comprend mathématiquement, on peut concevoir un algorithme qui va utiliser un nombre de transformations élémentaires qui n'est pas cette formule-là, qui est cette formule-là. Bon. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques, bon, ça n'a pas l'air d'une grosse différence, mais bon, je souligne qu'un log ici, ça fait toute une différence. Donc, revenons à notre exemple. Ce calcul-là, disons qu'il ne prend pas une milliseconde, mais qu'il prend une seconde. Pourquoi une seconde? Parce que moi, je sais qu'un ordinateur quantique, en réalité, ça va être beaucoup, beaucoup plus lent qu'un ordinateur classique. C'est-à-dire, pourquoi ça ne marche pas, ça? C'est quantique, il faut pas faire ça. Ouais. Je ne sais pas si... Ah, tiens. On dirait que c'est mon ordinateur qui se met avec. Donc, voilà. Oups, je ne vais pas être là. OK. Donc, si le même petit calcul prend une seconde, oui, c'est ça. Je disais qu'un ordinateur quantique, vous savez, le laptop ici fait probablement 2-3 GHz, ça veut dire qu'il fait 2-3 milliards d'opérations en seconde. Un ordinateur quantique, ça va peut-être faire 2-3 kHz, donc 2-3 milliers d'opérations en seconde. C'est comme des ordinateurs des années 70. Okay? Donc, mais il fait des opérations différentes. Donc, OK, ce calcul-là prendrait une seconde. Toujours selon cette formule-là en bleu, celui-ci en prendrait 2. Vous voyez, ici, on a juste doublé, alors que si on avait fait faire un facteur 500, et finalement, si on arrive au nombre de 600 chiffres, ça prendrait 16 secondes plutôt que l'âge de l'univers. Okay? Donc, on a ici une différence exponentielle entre ce qu'on sait faire classiquement et ce qu'un ordinateur quantique peut faire. Donc, une autre façon de voir ça, c'est qu'un ordinateur, ça part toujours d'une question et ça donne une réponse. Okay? Et la façon que ça le fait, c'est par des petits pas élémentaires. Vous voyez ici, j'ai fait un petit pas en direction de la réponse. Le petit pas, c'est comme une porte élémentaire. Donc, si je veux faire je pose une question complexe, l'ordinateur va faire une série de petites transformations élémentaires, pas à pas, pour partir de la solution, de la question, puis de se rendre à la réponse. Okay? Comme je dis, il y a certains ordinateurs qui marchent plus vite que d'autres, font plus de pas par seconde, mais la distance à parcourir est indépendante de l'ordinateur qu'on utilise. Sauf si on se met à utiliser un ordinateur quantique, on a accès à des pas, le petit pas rouge ici, qui n'a aucune analogie classique, okay? Parce que ça n'a pas d'allure. Comme j'ai dit, les transformations qui sont possibles en mécanique quantique vont au-delà de ce qu'on est habitué dans notre logique de tous les jours. Donc, en faisant des pas comme ça, on peut trouver une façon de partir d'une question et d'arriver à la réponse de façon beaucoup plus, non, je dirais pas rapide, mais beaucoup plus courte, c'est-à-dire avec beaucoup moins de transformations élémentaires. Donc, mais par contre, si vous me demandez, OK, qu'est-ce qui se passe à l'ordinateur à mi-parcours comme ça? C'est quoi la configuration de l'ordinateur? Dis-moi la valeur des 0 et des 1, mais je ne peux pas. Okay? Parce que ce n'est pas un état classique à ce moment-là. Par contre, donc l'ordinateur quantique peut réaliser certains calculs plus efficacement puisqu'obéit à des règles différentes. Des règles qui défient notre intuition. Comme je dis, on ne peut pas essayer de comprendre ce qui se passe, mais qui sont parfaitement bien maîtrisées mathématiquement. Donc, on peut programmer un ordinateur quantique, on sait comment ça fonctionne, on connaît les règles de base. Donc, enfin, comme je dis, c'est une technologie qui est émergente. On n'en a pas encore d'ordinateur quantique, c'est quelque chose auquel on travaille activement. Donc, il existe plusieurs technologies
qui pourraient potentiellement réaliser des ordinateurs. Je ne sais pas si vous savez, mais au début des ordinateurs, comme l'ENIAC, qui était une machine à calcul, il n'y avait pas des transistors comme dans des ordinateurs comme ça, c'était des lampes. Okay? Donc, on a un petit peu à ce stade-là en mécanique quantique. On ne sait pas encore comment on va les construire. Il y a plusieurs dispositifs, des pièges à ions, de l'optique quantique, des circuits supraconducteurs, des points quantiques. Ces deux-là, en particulier, sont étudiés à l'Université de Sherbrooke. Mais d'autres systèmes, donc, il y a un peu une compétition à l'échelle internationale de savoir quel dispositif va être le plus adapté là, pour réaliser un ordinateur quantique. On ne sait pas. L'autre chose qui n'est pas trop claire, donc on est un peu à ce stade-ci. Hein. Donc, comme j'ai dit, l'ENIAC, c'est un ordinateur qui était équipé de 18 000 tubes à vide, donc c'est comme des lampes, ça, et qui pesait 30 tonnes. Et puis, bon, dans la revue Popular Mechanics, en 1949, on s'est dit peut-être que les ordinateurs dans le futur vont avoir juste 1000 tubes à vide et peser seulement 1,5 tonne. Okay, donc, on est peut-être à ce stade-là là, en ce moment. On explore vraiment différentes possibilités pour réaliser l'ordinateur quantique. On ne sait pas trop ce que ça va aller, ces choses-là. L'autre chose aussi, c'est que on peut se demander qu'est-ce qu'on ferait avec un ordinateur quantique. Donc, on a vu un exemple, la factorisation. Okay? C'est peut-être pas excitant pour tout le monde ici que ça donne factoriser. Mais sachez que toutes les transactions que vous faites en ligne sont sécurisées par la difficulté de la factorisation. Donc, à partir du moment où on sait factoriser, les communications sur Internet sont plus sécurisées. Donc, ça, c'est comme une mauvaise application, c'est pas le fun. Mais il y a plein d'autres applications qu'on a déjà trouvées. Il y en a une 40-50 algorithmes qui existent pour les ordinateurs quantiques. Donc, ça, vous pouvez dire, mais c'est pas beaucoup, juste 40-50 affaires qu'on peut faire. Mais posez-vous la question, combien est-ce qu'il y avait d'apps dans l'App Store avant qu'on invente les téléphones? Okay. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas. Mais de l'autre côté, essayez de prédire à quoi ça va servir lorsque ces machines-là vont exister. J'aimerais juste peut-être finir avec cette citation-là qui date de Thomas J. Watson, qui est le président d'IBM, qui était le président d'IBM. Il dit qu'il pensait qu'il y avait un marché mondial pour à peu près 5 ordinateurs. Donc ça, c'est juste pour dire qu'avant qu'on déploie les dispositifs, c'est très, très dur. Mais avant qu'on déploie les dispositifs et que les utilisateurs se mettent à s'en servir et à inventer des nouvelles applications, c'est très, très dur de savoir à quoi ces rebelles-là vont servir. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Merci. Oui. Vous faites l'analogie avec l'ordinateur classique, oui. Les tubes à vide, puis c'est vraiment l'émergence du transistor, l'explosion de l'ordinateur. Y a-t-il des avenues ou des potentiels pour le transistor quantique? Oui. Donc, c'est une bonne question. Donc, en ce moment, il y a des startups qui font un petit peu chacun de ces choses-là. Puis quand on dit start-up en informatique quantique, ça veut dire qu'on a un chèque de 100 millions pour commencer. qui exploitent ces choses-là. En ce moment, tu as Google qui mise là-dessus. IBM aussi. Intel sont un petit peu, sont ici, ils essayent un peu ça aussi. Il y a Microsoft qui, eux, essayent de voir un système comme ça, un système topologique. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce que c'est, mais juste pour dire, dans ces autres systèmes-là, on a des systèmes avec une dizaine de bits quantiques qu'on appelle des qubits. Une dizaine de bits, c'est pas grand-chose parce que mon téléphone, il y en a des milliards de bits classiques. Mais bon, tu as vu comment il y a un avantage. Ces systèmes-là, on n'a pas encore un bit. Okay? Mais les gens pensent que si on réussit à l'avoir, ça va être un petit peu comme le transistor. C'est-à-dire que ça va être un système qui est beaucoup plus robuste que les autres. Un peu comme le transistor a été versus les lampes, tu sais, les ordinateurs mécaniques qu'on peut avoir. C'est soudainement quelque chose qui permet d'aller vraiment plus rapidement, plus loin. Donc, quelque chose qui prend plus de temps à développer, mais si que ça marche, ça nous permet d'aller de l'avant plus vite. Je vais essayer de repartir l'ordinateur. A-t-on une idée un petit peu de quand on pourrait voir apparaître ça, des ordi quantiques fonctionnels, ou c'est encore super théorique? Bien, oui, c'est théorique puis c'est expérimental en même temps, donc, bon, je ne sais pas si ça va marcher ça. Il existe déjà des ordinateurs quantiques. Donc, un coup que tu as compris comment faire un bit quantique, c'est pas si dur que ça, en principe, d'en faire une centaine. Okay.
Sauf que les bits quantiques qu'on a en ce moment sont très imparfaits. Donc imagine si le taux d'erreur dans mon ordinateur, à chaque 20 opérations, il y avait un bit qui est plus bon. Okay. Ça veut dire que ça ne donne pas grand-chose d'avoir un ordinateur avec un milliard de bits dedans parce qu'il serait tout le temps trop. Okay. Donc c'est un peu le problème en ce moment, c'est qu'on est capable de faire des ordinateurs quantiques, mais il y a beaucoup d'erreurs dedans. Donc, si tu peux acheter un ordinateur quantique avec 2000 qubits dedans, mais il va avoir beaucoup d'erreurs. C'est pas clair que ça a une utilité. Donc ça, il y a une compagnie canadienne qui veut un ordinateur quantique avec 2000 bits. Il y a des compagnies qui sont un peu plus conservatives, plutôt que d'essayer de vendre un immense ordinateur quantique, ils essaient d'en fabriquer des petits, mais qui sont très robustes, qui n'ont pas trop d'erreurs. Donc ça, tu vois, tu as IBM qui en a sur le cloud, tu peux jouer avec, qui ont une quinzaine, une vingtaine de qubits. Google va en sortir une avec une cinquantaine de qubits cette année. Mais ce qu'on sait, c'est que comme avec les réseaux cellulaires, okay, quand je parle au téléphone, ça s'en va à une antenne cellulaire, cette transmission-là est bourrée d'erreurs. Mais il existe dans le téléphone, dans l'antenne cellulaire, des méthodes de correction d'erreurs qui vont enlever ces erreurs-là. C'est ça qu'on veut faire avec l'ordinateur quantique aussi. C'est-à-dire qu'on peut prendre un hardware qui a plein d'erreurs dedans, puis utiliser des méthodes software pour enlever les erreurs. Donc, à partir de ce moment-là, on pourra réellement construire des ordinateurs quantiques. Ça, c'est toutes des choses qu'on sait faire en théorie, mais qui sont très dures à réaliser expérimentalement. Puis c'est un peu là que le domaine s'en va. Là. Il essaie de réaliser ces idées-là. Donc, c'est un progrès qui est constant, qui est peut-être lent à l'échelle de l'observateur externe. Ça fait 20 ans que votre domaine existe, puis vous avez juste comme amélioré vos dispositifs par un facteur 20 ou 100. Mais ça s'en va toujours dans la bonne direction. Mais je ne m'avancerai pas à prédire. C'est canadien. Par contre, il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir une application à des dispositifs, même si on plein d'erreurs. Ça, c'est en ce moment, là, il y a une compétition un peu pour voir est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec des dispositifs très imparfaits. Ça demeure intéressant de voir si la réponse est positive à cette question-là, ça peut arriver beaucoup plus rapidement que moi je me dirais. Ouais. Question un peu avec une touche philosophique. Là. Il y a beaucoup de neuroscientifiques là, qui disent que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Ouais. D'après vous, est-ce qu'il y a des calculs quantiques dans le cerveau? Oui, il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. C'est une bonne question. Le problème, c'est que, tu sais, dit quantique, on dit petit, là. C'est le monde des atomes, etc. Puis, tu sais, je vous ai dit tantôt que votre logique n'est pas bonne. C'est pas la logique de la nature. Par contre, à l'intérieur même de la théorie de la mécanique quantique, on comprend très bien pourquoi cette logique-là devient bonne. Devient bonne sous certaines conditions. Une des conditions assez standards, c'est quand la température est élevée. Les dispositifs ici fonctionnent typiquement à très basse température, okay, proche du zéro absolu. Donc, notre cerveau, évidemment, est à température élevée. Donc, il y a très peu de processus quantiques qui survivent. Autrement dit, à ces températures-là, habituellement, toutes les traces de la mécanique quantique sont effacées. Okay. Mais il y a des gens qui cherchent, il y a peut-être certaines signatures qui demeurent. Donc, je sais que c'est un domaine de recherche qui est actif. C'est pas du tout évident de trouver, d'abord, on peut s'imaginer essayer de trouver des signatures de ça, mais même de trouver théoriquement qu'est-ce qui pourrait survivre à cette température-là. Okay? Il y a quelques petites propositions sur la table, mais c'est pas du tout clair. C'est la mécanique quantique qui joue un jeu. Je peux nommer, il y a certains autres phénomènes.